Avec de la rosée au vallon de ses seins, Ève se réveillait candidement dans l'aube, et l'archange séchait aux clartés de sa robe les longs cheveux dont Ève avait empli sa main. L'ombre se déliait de l'étreinte des roses qui sommeillaient encore et s'inclinaient là-bas, et le couple montait vers les apothéoses que le jardin sacré dressait devant ses pas. Pourtant, après des ans et puis des ans, un jour, Ève sentit son âme impatiente et lasse d'être à jamais la fleur sans sève et sans amour d'un torride bonheur monotone et tenace. Aux cieux planait encore l'orageuse menace quand le désir lui vint d'en éprouver l'éclair. Un large et doux frisson glissa dès lors sur elle, et pour le ressentir jusqu'au fond de sa chair, Ève, contre son cœur, serrait ses deux mains frêles. L'archange avec angoisse interrogeait la nuit, le brusque et violent réveil de la dormeuse et les gestes épars de son étrange ennui. Mais Ève demeurait close et silencieuse. Un soir, qu'il se penchait avec des doigts pieux, doucement, lentement pour lui fermer les yeux, Ève bondit soudain hors de son aile immense. Oh, l'heureuse, subite et féconde démence, que l'ange, avec son cœur trop pur, ne comprit pas. Elle était loin qu'il lui tendait encore les bras, tandis qu'elle levait déjà son corps sans voile, éperdument, là-bas, vers des brasiers d'étoiles. Adam la vit ainsi, et tout son cœur trembla. Une vie, une œuvre. Émile Verhaeren, par Claude Métras. Lors d'une toute récente rencontre avec Umberto Eco, et qui était consacrée au classique italien Leopardi, Umberto Eco disait que ce poète était un des seuls à avoir survécu au souvenir de l'école primaire, parce qu'en général, les écoliers sont un peu blasés sur les écrivains qu'ils ont découverts quand ils étaient à l'école. Et je crois que ce que Eco disait à propos de Leopardi, on pourrait le dire de Verhaeren, parce que son nom appartient aussi au cahier de poésie de la Communale sur laquelle on copiait les petites récitations. Et ce que les enfants de la Communale ne savent pas, c'est qu'au fond, on les a privés de toute une part de la poésie de Verhaeren, celle qui a trait à la femme, à la sensualité, à l'exaltation du sang amoureux. Alors, cette place de Verhaeren à la Communale, qui est très significative en France, je pense bien sûr Werner Landercy, qu'elle est encore beaucoup plus évidente en Belgique. Et si vous êtes notre compagnon aujourd'hui pour parler d'Émile Verhaeren, c'est que on peut au fond vous regarder sur un triple plan. D'abord celui d'écolier, cet écolier que vous avez été en pays belge, celui d'observateur attentif aussi de la vie littéraire de votre pays, et puis enfin, vous êtes poète, et il m'a semblé, d'après ce que je connais de votre œuvre, qu'il y a un certain nombre de thèmes qui ont quelque parenté avec ceux de notre poète d'aujourd'hui. Et pour commencer notre entretien, il nous manque évidemment quelque chose. Et c'est une photographie, celle du village de Saint-Amand, non loin d'Anvers, où Émile Verhaeren est né le 21 mai 1855. Alors, il y a les rives de l'Escaut, il y a le môle du Petit Port, il y a la présence presque conjointe des eaux qui sont venues de l'intérieur, des canaux, des rivières, des fleuves, et puis les eaux violentes, imprévisibles, de la mer. Et il nous faudrait retrouver sur une image du temps ce que furent les premiers regards d'un enfant rêveur sur le ciel, sur les arbres et sur les maisons des hommes. Car Émile Verhaeren, c'est l'homme d'un lieu, et comme c'est aussi l'homme d'un temps. Et ce lieu, cette matrice vivante qu'il n'a au fond jamais quittée que pour de courts voyages, eh bien il en a cherché l'intimité vivante. Et de son temps, il n'a ignoré ni la force, ni la contradiction, ni aussi la souffrance.
Il y a par conséquent, Werner Lambercy d'abord, la Flandre. Il y a d'abord, pour reprendre le texte d'Umberto Eco, que probablement Émile Verhaeren n'a pas survécu, contrairement à ce qu'on pourrait croire à l'école primaire, en tout cas dans nos propres régions. Et là, je peux témoigner, je dirais, sous les 3 casquettes que vous m'avez prêtées généreusement tout à l'heure. Le Verhaeren que nous connaissons est celui que les manuels français ont bien voulu retenir, c'est-à-dire le père fondateur du symbolisme avec Saint-Paul-Roux et l'homme que Paris a reconnu aux côtés de Mallarmé et des autres. Par contre, nous ignorons, et peut-être la France dans une certaine mesure aussi, mais chez nous par le fait d'une censure très violente, nous ignorons tout, ou quasiment tout, du Verhaeren polémiste, bagarreur social, socialiste avec Van der Velde, né Picard. Ces textes sont quasiment introuvables. Il a fallu que des maisons comme Laborde ou Jacques-Antoine à Bruxelles les rééditent pour qu'on puisse les trouver, et ceci est récent. Nous ignorons tout aussi du Verhaeren érotique, aussi halluciné de sens que l'étaient ses campagnes, et bien étranger, lui, à cet esprit flamand qui était le début de votre question. Je me souviens du village près de l'Escaut, d'où l'on voyait les grands bateaux passer, ainsi qu'un rêve empanaché de vent et merveilleux de voiles, le soir, en cortège, sous les étoiles. Je me souviens de la bonne saison, des parlottes, l'été, au seuil de la maison et du jardin plein de lumière, avec des fleurs devant et des étangs derrière. Je me souviens des plus hauts peupliers, de la volière et de la vigne en espalier, et des oiseaux pareils à des flammes solaires. Je me souviens de l'usine voisine, tonnerre et météore, roulant et ruisselant, de haut en bas, entre ces murs sonores. Je me souviens des 1000 bruits brandis, des émeutes de vapeur blanche qu'on déchaînait le samedi pour le chômage du dimanche. Je me souviens des pas sur le trottoir, en automne, le soir, quand, les volets fermés, on écoutait la rue mourir. La lampe à flamme crue brûlait et l'on disait le chapelet et les prières à n'en plus finir. Je me souviens du vieux cheval, de la vieille guimbarde aux couleurs fades, de ma petite amie et du rival, dont mes 2 poings mataient la fièvre et les bravades. Je me souviens du passeur d'eau et du maçon, de la cloche dont j'ai gardé mémoire entière et dont j'entends encore le son. Je me souviens du cimetière. Verhaeren est flamand, c'est vrai, et je le suis de même, puisque tous deux nous sommes, je dirais, néerlandophones géographiques. Vous êtes même né à Anvers. À Anvers, oui. Donc très proche de Saint-Amand. Oui. Nous sommes tous deux des francophones. Par choix. Par choix. Lui un peu moins, l'histoire étant moins prégnante à l'époque. Moi tout à fait. Mais ce qui fait la différence de Verhaeren par rapport à la Flandre que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que sans l'avoir ignoré, il a largement parlé du mysticisme concret, réaliste, sensuel de nos flamands, de notre art flamand. J'entends la peinture primitive flamande, mais aussi de cette Flandre un peu mythique, de cette Flandre un peu inventée, qui finalement a nourri tout l'imaginaire de la littérature francophone de Belgique.
Il était l'ami intime d'Yvan Gilquin, des Côtes, de Giraud, de ceux qui ont fait la jeune Belgique en 1880. Donc d'une part, il est bien flamand, car il réagit avec ce mysticisme flamand, ayant balancé toute sa vie entre une foi active et un athéisme qui, par vagues, le submergeait et a fini d'ailleurs, je pense, par triompher. Il a aussi été flamand par sa sensualité dans la vie de tous les jours. Je veux dire par là que l'image de Marthe, encensée par les amis de Verhaeren après la mort de celui-ci, amis qui ont repris les lettres à Marthe, qui sont d'admirables lettres tout à fait remarquables, reprenant les textes dédiés à Marthe sur les heures claires, etc. Mais ont caché le voile, ont caché d'un voile plutôt épais la sensualité débordante, effrénée, la force physique que représentait Verhaeren, qui, et je ne fais pas allusion à la liaison qu'il a eue avec Marie van Rysselbergh, auquel pour moi, question qui pour moi est sans importance, de savoir s'il a passé ou non aux actes, etc. C'était la femme du peintre. La femme du peintre, et ensuite l'égérie, si on peut dire, d'André Gide et sa secrétaire, en tout cas jusqu'à la fin de sa vie, femme très remarquable. La petite dame. La petite dame qui a été follement amoureuse de lui, ça c'est un fait. Sont-ils passés aux actes ou non, est une chose qui m'intéresse peu. Ce qu'on a par contre occulté totalement, c'est ce qui se faisait jadis, aussi bien pour Huysmans que pour tout le monde. Je prends Huysmans parce que c'est un exemple parfait. Je veux dire, la fréquentation des dames du métier, des professionnels, auxquels, pendant la correspondance qu'il avait avec Marthe dans les années 2 ans avant ça, pendant les années de fiançailles qui ont duré 2 ans, auxquelles il a eu recours tout le temps. Donc on a à la fois ce flamand viscéral, puissant, sensuel, mystique, athée, incertain, avec la part germanique de la Flandre, c'est-à-dire l'ambiguïté, la méconnaissance des limites, ne sachant pas où commence cette sorte de folie et où serait cette certaine sérénité. La part flamande aussi, dans la mesure où il a vécu tout ce qu'a vécu la Flandre, c'est-à-dire nous avons été le lieu de, non pas de toutes les invasions, ni de toutes les occupations, mais bien nous avons été, nous, toute l'Europe, tour à tour, sans invasion, le plus naturellement du monde, par héritage. Nous avons été bourguignons, nous avons été espagnols, nous avons été autrichiens, mais sans heurts, si ce n'est religieux, bien sûr, mais je veux dire sans heurts sociaux. Nous avons été naturellement autrichiens, espagnols, même français pendant un temps. Ils partagent là tout à fait. Et l'Europe de Verhaeren est l'Europe d'Erasme. Vous avez bien dit, il est sorti peu et fort peu loin, mais ses voyages sont tous européens. Il a fait l'Italie, pas très au sud, mais jusqu'à Rome. Il a fait l'Allemagne, l'Autriche, avec délectation. Il a fait l'Angleterre, la France, bien sûr, un peu le Danemark, etc. Donc voilà bien l'Europe d'Erasme. Et on retrouve là la Flandre, une certaine Flandre de la Renaissance, qui a été un des hauts moments de l'Europe. Verhaeren et tout ça. Père disait, c'est le vent du Nord qui fait craquer les digues à Scheveningen, tellement fort qu'on ne sait plus qui navigue. Sur la bruyère longue infiniment, voici le vent cornant novembre. Sur la bruyère infiniment, voici le vent qui se déchire et se démembre en souffle lourd, battant les bourgs. Voici le vent sauvage de novembre. Au puits des fermes, les seaux de fer et les poulies grincent. Aux citernes des fermes, les seaux et les poulies grincent et crient toute la mort dans leur mélancolie. Le vent rafle le long de l'eau les feuilles mortes des bouleaux, le vent sauvage de novembre. Le vent mord dans les branches des nids d'oiseaux, le vent râpe du fer et peigne au loin les avalanches rageusement du vieil hiver, rageusement le vent sauvage de novembre. Dans les étables lamentables, les lucarnes rapiécées ballottent leurs loques falottes de vitres et de papier, le vent sauvage de novembre. Sur sa butte de gazon bistre, de bas en haut, à travers air, de haut en bas, à coups d'éclair, le moulin noir fauche sinistre, le moulin noir fauche le vent sauvage de novembre. Les vieux chaumes, à croppe-ton, autour de leur clocher d'église, sont ébranlés sur leurs bâtons. Les vieux chaumes et leurs auvents claquent au vent sauvage de novembre. Les croix du cimetière étroit,
Les bras des morts que sont ces croix tombent comme un grand vol, rabattu noir contre le sol. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans l'évocation qu'il fait de ce pays, où il retrouve un certain nombre de souvenirs d'enfance, enrichis ensuite de son expérience d'homme, c'est le fait que dans ce pays, la campagne est inséparable de la ville. Si vous regardez le paysage, par exemple, lyrique du romantisme français, vous apercevez qu'il y a toujours une sorte de distorsion entre la campagne qui est le lieu de la paix, le lieu des dieux, enfin le lieu de l'amour paisible ou de la passion humaine tourmentée, et puis le monde des villes qui représente un peu l'inquiétude et la damnation. Dans l'expérience particulière de la Flandre, l'histoire a été si complexe et les siècles ont laissé des traces si vivantes et si belles aussi que la campagne et la ville semblent prises dans une même expérience de vie et que par conséquent l'humanité est partout et la nature partout aussi. Ça tient beaucoup aussi à l'échelle du pays. Il ne faut pas oublier qu'en Belgique, nous avons un accès à la mer. Mais en fait, c'est à la Manche, pas au vaste océan. Et sur une échelle de 80 km. La profondeur de la Flandre ne fait pas plus d'un rayon de 50 km. Donc vous avez à la fois des villes et des campagnes qui sont en fait non la grande nature qu'on peut rencontrer en France ou dans d'autres endroits, mais bien le jardin de la ville. D'où aussi cette chose très manifeste qu'un de nos jeunes romanciers faisait remarquer, Sophie Bache, c'est que on n'imagine pas le boulevard Haussmann à Paris s'arrêter brutalement dans un champ de betteraves. Sortez de Bruxelles ou d'Anvers et vous verrez à la dernière maison commencer le premier champ, très brutalement, ce qui me fait dire que nos campagnes ne sont jamais que les jardins de nos villes. Vous n'avez plus que de la nature peignée, vous n'avez plus que des champs cultivés, vous n'avez pas de nature sauvage. L'homme est partout, en tout et présent. Je crois que s'il y a un pays où la mesure des choses est l'être humain, à l'exception de l'immensité du ciel qui est notre désert à nous, eh bien c'est bien la Flandre. Au grand soleil d'été qui fait les orges mûres et qui bronze vos chairs pesantes de santé, Flamande, montrez-nous votre lourde beauté, débordante de force et chargeant vos ceintures. Sur des tas de foin secs et fauchés, couchez-vous. Vos torses sont puissants, vos seins rouges de sève, vos cheveux sont lissés comme un sable de grève, et nos bras amoureux enlacent vos genoux. Laissez-vous adorer au grand air, dans les plaines, lorsque les vents chauffés tombent du ciel en feu, qu'immobiles d'orgueil, au bord de l'étang bleu, dans les midis vibrants et roux, trônent les chênes. Au temps où les taureaux fougueux sentent venir l'accès du rut, la fièvre affolante, à garde, lorsque dans les vergers des fermes on regarde les jeunes étalons, le cou tendu, hennir. Lorsque l'immense amour dans les cœurs se décharge, lorsqu'il s'enfle au souffle intense de la chair, comme s'ouvre la voile au rage de la mer, aux assauts redoublés d'un vent qui vient du large. Alors après son enfance à Saint-Amand, il va aller à Gand, dans une pension, la pension Sainte-Barbe, qui est au fond, collège Sainte-Barbe, qui est au fond un prototype de ce que beaucoup de gens ont connu à la fin du 19e et encore largement au 20e, dans les internats, avec l'odeur si particulière et le climat si singulier de ces sortes d'établissements. Établissement tout à fait exceptionnel, dans la mesure où nous allons y voir naître, ou en tout cas passer, la presque totalité d'une génération littéraire. Il sera le compagnon à Sainte-Barbe de Rodenbach, mais aussi de Maeterlinck, de Van Leerbergh et de quelques autres encore. Et je ne parle pas du côté néerlandophone, vous aurez immédiatement à côté
et vers la même époque, de très grandes personnalités qui vont créer, qui vont littéralement fonder la littérature néerlandophone, elle aussi. Je pense à Guido Gezelle, par exemple. Et alors, il va ensuite poursuivre ses études de droit à Louvain, et puis, après des études relativement longues d'ailleurs, il va s'installer à Bruxelles, enfin, comme avocat ou avocat stagiaire, je ne sais plus. Et il va surtout s'intéresser à la chose littéraire. Mais il se produit, je crois que ça commence en l'année 1886-87, après la publication de son premier recueil des Flamandes, qui est une exaltation de la chair féminine, une gloire aussi rendue à la campagne dans sa luxuriance et, pourrait-on dire, dans sa luxure. Et après la publication des Flamandes, après aussi un certain nombre de séjours dans les monastères des environs, qui donneront naissance à ce recueil qui s'appelle Les Moines, nous voyons Émile Verhaeren en proie à une crise de mélancolie profonde que nous appellerions peut-être aujourd'hui dépression, qui va durer pendant quelques saisons. Dépression mélancolie dont il sortira d'ailleurs avec beaucoup de difficultés. Il est singulier de constater que ce même moment, enfin, cette mélancolie qui est très, très particulière à cette génération symboliste, c'est un peu aussi celle qui va affecter plus pathologiquement sans doute Van Gogh. Elle a peut-être aussi à voir avec, bien que les signes soient tout à fait différents, avec ce que, en cette même année 88 ou 89, va connaître un homme comme Frédéric Nietzsche dans l'Italie du Nord et dans la Suisse. Et il me semble, si vous voulez, que ce traitement de la mélancolie, cette manière de vivre avec son mal, et puis ensuite de le retourner de manière positive, donne un peu la clé de l'entreprise littéraire de Verhaeren. Cet optimisme est typique de Verhaeren, c'est vrai. Il spécule sur l'infinie perfectibilité de l'homme, ce qui est une originalité par rapport à ses compagnons de route, qui grands mélancoliques comme Rodenbach ou Maeterlinck, et il est vrai que Bruges la Morte ou toute l'œuvre de Maeterlinck sont essentiellement dirigées vers la mort, car ils ressentent cette fin de siècle comme un cul-de-sac. Et seul Verhaeren aura le ressort pour imaginer aux lettres, à la poésie et au pays, car le rêve de Verhaeren est tout un. Je veux dire, il voit et l'Europe, et la Belgique, et l'homme en général, et la littérature dans la même perspective. Il est seul capable de ce retournement. Il y a des choses exceptionnelles à cet égard. Je veux dire, il est le seul, par exemple, étant entré au cabinet de Maître Picard, qui a été une sorte de salon qui, à Bruxelles, a été à l'origine de l'effervescence littéraire qui a créé la jeune Belgique, eh bien, il a été le seul, probablement, à ne pas emboîter le pas à ce qui, à cette époque, ne gênait pas encore grand monde, c'est-à-dire cette sorte d'antisémitisme qu'il y avait chez Picard. Lui, tout de suite, a senti tout ce que ça pouvait apporter. On en parle maintenant avec étonnement. À l'époque, ça passait inaperçu, à tel point que le fait a été très peu souligné. Je me plais à le souligner. Donc, il a toujours pris parti pour les choses possibles. Bon, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, la Belgique était la deuxième puissance industrielle mondiale. Complètement oubliée à l'Europe. Dieu sait si nous sommes loin de ces choses-là. Mais en même temps, nous étions le pays où, dans les grèves les plus violentes qu'on ait connues, on tirait sur la foule, les gendarmes ont tué. La Belgique a subi des famines. La Flandre, à ce moment-là, déterrait littéralement les topinambours et les patates pour essayer de survivre dans les familles les plus pauvres. La révolution industrielle a été sauvage. Le capitalisme a été effréné. Et chaque fois, jamais pris en défaut, Verhaeren s'est élevé pour sauver l'homme, pour empoigner cette espèce de porte de bronze qu'était le siècle tournant et essayer de la faire s'ouvrir vers quelque chose d'humain. Il s'est battu jusqu'à l'épuisement dans ce sens. Pour lui, la guerre 14-18 a été l'effondrement de tout, et c'est à peine si sa mort n'est pas un suicide. On ne comprend pas cet accident, et je ne veux pas dire qu'il y ait suicide. Oui, mais c'est un homme le 25 novembre, c'est un homme qui accepte sa mort. Par un train, c'est ça. Voilà. Mais c'est un homme qui accepte déjà sa mort, car tout le rêve de l'Europe qu'il véhiculait en lui s'est effondré avec cette guerre, et ce que la Belgique, ou ce qu'il espérait d'un État belge, était à l'évidence devenu impossible.
avec lui, prend à la fois fin et a commencé. Une époque dont il tient les deux extrémités. Les jours d'hiver, quand le froid serre le bourg, le clos, le bois, la fagne, poteau de haine et de misère par l'infini de la campagne, les mendiants ont l'air de fous. Dans le matin, lourds de leur nuit, ils s'enfoncent au creux des routes, avec leurs pains trempés de pluie, et leurs chapeaux comme la suie, et leurs grands dos comme des voûtes, et leurs pas longs rythmant l'ennui. Midi les arrête dans les fossés pour leur repas ou leur sieste. On les dirait immensément lassés, résignés au même geste. Pourtant, au seuil des fermes solitaires, ils surgissent parfois tels des filous le soir dans la brusque lumière d'une porte ouverte tout à coup. Les mendiants ont l'air de fous. Ils s'avancent par l'âpreté et la stérilité du paysage qu'ils reflètent au fond des yeux tristes de leur visage. Avec leur harde et leur loques et leur marche qui les disloque, l'été, parmi les champs nouveaux, ils épouvantent les oiseaux. Et maintenant que décembre sur les bruyères s'acharne et mord et gèle au fond des bières les morts, un à un, ils s'immobilisent sur des chemins d'église, mornes, têtus et droits, les mendiants, comme des croix. Avec leur dos comme un fardeau et leur chapeau comme la suie, ils habitent les carrefours du vent et de la pluie. Ils sont le monotone pas, celui qui vient et qui s'en va, toujours le même et jamais là, de l'horizon vers l'horizon. Ils sont l'angoisse et le mystère, et leurs bâtons sont les battants des cloches de misère qui sonnent à mort sur la terre. Il y a des figures emblématiques dans toute son œuvre qui sont extraordinairement significatives et elles prennent un relief divers au fur et à mesure que les années passent. Mais dès ses premiers poèmes, il y a la figure des gueux, par exemple, ou des mendiants, qui nous renvoient aux représentations de Bruegel avec tout ce développement des aveugles. Et un homme qu'il a défendu jusqu'à la fin de sa vie et qui était mort dans la misère, qui est le fondateur de notre littérature, de Coster et son petit Eulenspiegel, car enfin ces gueux sont directement issus de Coster. C'est les cendres de glace battent sur mon cœur, c'est la lutte pour l'indépendance, pour la liberté, mais la liberté de penser, c'est la lutte contre j'allais dire contre tous les fascismes, mais le mot n'existait pas à l'époque. Je veux dire, ça a été la lutte pour les oppressions. Contre toutes les oppressions, effectivement. Et c'est chez de Coster, et dans son tel Eulenspiegel, que dans les derniers chapitres, on trouve donc son dernier refuge, sa bataille avec les gueux, bataille d'ailleurs dans laquelle il s'élève contre les gueux eux-mêmes. Dernier stade de sa liberté avant qu'il ne disparaisse dans le mythe. Et Verhaeren, quand il parle de gueux, est de ces gueux-là. Il faut aussi, et revenir à ce que vous disiez au début, il est flamand. La Flandre a vécu une seule chose tragique. J'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est la guerre de religion qui nous a fait nous séparer, je dirais, en guerre civile de la part protestante de notre population. Mais il faut aussi reconnaître, et Verhaeren l'a dit, qu'à ce moment-là, ceux qui se révoltaient contre le catholicisme étaient ceux qui se remettaient en question, étaient donc les intellectuels de l'époque, étaient aussi les hommes qui étaient les plus courageux, et que ceux qui, plus ou moins, collaboraient, dirions-nous maintenant, avec le pouvoir, étaient finalement les esprits en charentaise de l'époque. Or, quand la masse de ces révoltés a dû quitter la Flandre, il ne nous est resté
je dirais que la moins bonne part. Et la Flandre a mis 2 siècles à se réveiller de ce choc, à se remettre de cette perte intellectuelle. Mais dans le portrait de Ségueux, il y a la double face, si vous voulez, de la compassion et de la peur, parce que on éprouve effectivement beaucoup de pitié pour ces populations misérables, de ces gens qui sont contraints de chercher un soupçon d'existence dans le plus misérable de la vie humaine. Et puis en même temps, dans les yeux de Ségueux, il y a une haine, il y a une fureur, que l'on verra parfois d'ailleurs ressurgir dans les combats de nature prolétarienne, si vous voulez, dans les révoltes, n'est-ce pas? Et que Verhaeren oscille entre cette compassion et cette peur à laquelle, d'une certaine manière, il participe, parce que lui aussi sent tout ce que le monde doit assumer de métamorphose. Le contraste chez nous a été extrêmement violent entre ces deux sociétés. Il ne faut pas oublier que Verhaeren, malgré toute sa générosité, est un homme issu d'un milieu bourgeois, de marchand, aisé, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qu'il a eu des domestiques pratiquement tout au long de sa vie, qu'il n'a jamais eu besoin de son titre de docteur en droit, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pratiqué le droit. C'est donc un homme qui appartenait bel et bien, dans la vie pratique de tous les jours, à un monde dont il voyait bien la cruauté qui s'exerçait violemment en Belgique, en tout cas, par rapport à ce prolétariat, à cette révolution industrielle qui, chez nous, a été, à l'instar de l'Angleterre, bien plus affreuse que celle que la France a pu connaître. Alors, de temps en temps, dans son œuvre, surtout au début, là, il est un peu pris dans l'inquiétude métaphysique et il regarde du côté des moines. Mais ces moines relèvent un petit peu de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les chrétiens des barricades. Enfin, ce sont des moines qui sont comme les arbres, des éléments de résistance. Et en même temps, certains d'entre eux aussi sont des éléments qui sont complètement abandonnés à une sorte de destin divin. Il est en tout cas allé à chaque fois vers la forme la plus exacerbée de foi qu'il aurait pu trouver. Il faut bien comprendre aussi que la foi en Flandre, la foi qu'il voyait autour de lui était bien la foi du vannier, la foi du curé, du notaire et du médecin. Cette foi-là, il la connaissait bien, et je crois bien qu'il l'exécrait, et qu'il n'y avait en lui pas l'ombre d'une tentation à ce niveau-là. Par contre, il a, dans ces moments de crise mystique, effectivement été chercher dans ce qu'il y avait de plus rigoureux, de plus exigeant, une forme d'absolu que pratiquaient certains types de religieux, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à la trappe, car c'était la seule loi qu'il estimait encore valable en tant que technique pour approcher de l'absolu. Sinon, ses retours ont toujours été vers la société des hommes, n'ayant jamais abandonné la vision d'un Dieu qui ne se serait pas révélé. Je crois que là était le pas qu'il n'a pas réussi à franchir. Hôtel Moderne, Paris, 22 octobre 1889. Oh, la douce lumière de mes yeux clos, dites. Quelle exquise vie spirituelle nous menons ensemble. Je vis les paupières fermées, presque continuellement. Et j'ai peur de m'endormir parce que, déjà, par 2 fois, j'ai passé la nuit sans rêver de vous. Je veille longtemps. Le soir, je m'entoure de tout ce qui vous a touché. Je demeure en vous, les yeux dans les vôtres. Oh, ces yeux, si j'avais pu les emporter. Je me sens respirer contre vous, le cœur chaud du vôtre, et la pensée nouée à ce que je suppose et devine être votre pensée.
Comme des cheveux et comme des cordes, nos vies sont tressées l'une dans l'autre. Elles se serrent et se serrent. Qu'importe, dussent-elles en éclater. À Marthe Verhaeren. « 1888, il y a la rencontre avec Marthe Massin. Elle occupe une grande place, cette femme, dans son œuvre. Énorme. Elle l'a d'abord sauvée de cette mélancolie à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Mélancolie profonde, désespérée. Elle lui a donné, car elle était artiste elle-même, elle lui a redonné confiance dans la valeur de l'art. Verhaeren n'a eu qu'une excuse, vis-à-vis de lui-même en tout cas, pour être resté le bourgeois qu'il était, c'est que le confort que lui donnait sa position lui permettrait de se donner entièrement à l'art. Il n'était pas le seul à cette époque à penser ainsi, c'est-à-dire que l'art était la finalité, la totalité de sa démarche. Et il n'a pas eu d'enfant, mais ils sont légions à ce moment-là à se donner de cette façon à l'art. Et Smans n'a pas eu d'enfant, Rilke n'a pas eu d'enfant, etc. Je veux dire, les grands s'étaient donnés totalement, s'étaient jetés totalement dans cette vie de l'art. Et autant son art semblait ne déboucher sur rien, être un exercice inutile, ou du moins limité à sa propre personne, autant Marthe lui a montré ce que pouvait être, sur quoi pouvait déboucher une personne comme la sienne. Et c'est Marthe qui l'a mis aussi en relation avec les grands du monde de la Belgique de ce moment, mais aussi du monde de l'Europe. C'est elle qui a été la courroie de transmission vers des sphères qu'il ne connaissait pas, des sphères de pouvoir qu'il ne connaissait pas. Il a pu voir l'influence qu'il pouvait avoir, les changements qu'il pouvait emporter. Il a découvert ce que nous aurions appelé maintenant un engagement, sans que le terme n'est pas parfait, mais enfin c'était quelque chose dans ce genre-là, et il a vu que son art débouchait enfin sur de la vie concrète. Il a accompagné Van de Velde, notre grand homme de gauche, dans ses démarches. Et c'est tellement vrai que Marthe lui a donné un souffle nouveau, qu'il en a redécouvert un humour qu'il avait étudiant, car nous avons retrouvé des textes où il avait un humour véritablement corrosif. C'est un bon vivant. Voilà, c'était un bon vivant. Et bon, cet aspect des choses s'était perdu, je dirais, dans son activité un peu solitaire, dans sa tour d'ivoire. Et le voilà se découvrant dans les lettres, à Marthe notamment, un humour tout à fait merveilleux. C'est l'homme qui a inventé le rectangle blanc que nous avons vu à la télévision. Tout simplement, dans les lettres à Marthe, il dira « Je t'embrasse », il trace un petit rectangle, et encore un autre petit rectangle, et ainsi de suite. Et il vit ainsi, de formule en formule, plus heureuses les unes que les autres, une véritable renaissance, et de la chair et de l'esprit. Hôtel Pozzo, Milan, 15 novembre 1889. Aujourd'hui, je tiens tellement à la vie et à chaque heure de cette vie que je voudrais rester toujours au point où j'en suis, sans avancer, ni reculer d'une année. Et bien entendu, avec vous. Je vous ai déjà dit que je deviens miséricordieux et meilleur. Je deviens même plus, je deviens comme croyant à une foule de choses auxquelles je ne croyais plus. Ainsi, l'éternité me paraît comme indispensable à certains sentiments sans limite et je n'en vois pas au nôtre. Cela me hante depuis environ 8 jours. Et des expressions telles « Je voudrais l'aimer pendant des siècles, pendant des infinis et des infinis » me reviennent quotidiennement à l'esprit. Je voudrais tout grandir, tout transposer en au-delà quand il s'agit de nous, ma toute follement aimée à tout jamais.
Depuis que vous la chauffez contre la vôtre, ma vie tourne comme une route vers une fête d'esprit presque ininterrompue. Je vais à vous comme on marche vers la clarté et le soleil. Je voudrais ne plus faire un pas, ne plus jeter un regard, ne plus songer un songe qui ne soit tout de vous, par vous, pour vous. Je voudrais me faire humble, petit, pieux, bon, clair, neuf, pour aller vers vous dans mon amour, beau comme un dimanche. Enfin, sais-je ce que je voudrais? Je n'ai conscience que d'une seule chose. C'est du changement qui se fait en moi par vous, et de toute ma chair, et de toute mon âme, qui sont amour. Souvent, je m'interroge presque avec crainte, parce que depuis longtemps, j'ai eu comme la peur du bonheur. Je ne pensais pas qu'une femme telle que vous, un jour, devait descendre jusqu'à moi. J'avais cultivé toute une floraison de mauvaises plantes sceptiques que je laissais croître très bénévolement en moi. À Marthe Verhaeren. Il y a un mot à dire sur le milieu même dans lequel il vit à Bruxelles, dans ce milieu de peintres, d'écrivains, qui finalement vont constituer les éléments essentiels de ce qu'on nommera plus tard le symbolisme. Et il y a un homme en particulier dont vous regrettez dans votre introduction à votre livre la méconnaissance presque totale aujourd'hui, c'est Camille Lemonnier. Oui, Camille Lemonnier est, je crois, un de nos grands prosateurs européens, pas réduit au niveau de la Belgique. Il est d'autant plus dommage qu'on l'ait oublié que ces textes n'ont absolument pas vieilli. Il est resté d'un vitalisme absolument extraordinaire. Il y a une génération antérieure à celle de Verhaeren. Un peu plus vieux, oui, effectivement. Mais c'était ce qu'on appelait le maréchal des lettres de l'époque. C'était un homme qui a été immensément scandaleux et qui, à mains égards, le demeure, car les fausses libérations que nous vivons à l'heure actuelle n'ont pas pu encore digérer des santés comme celle de Lemonnier. Dans un livre comme Le Mal, par exemple, je crois que seuls les frères Goncourt et Zola, qui l'aimaient beaucoup d'ailleurs, ont pu, je dirais, marcher du même pas que lui. Lemonnier a été, pour des raisons effectivement très puritaines et tenantes à la domination cléricale de notre pays pendant de longues années, complètement éteint, étouffé, tenu sous le boisseau. Alors il y a aussi toute sa fréquentation des peintres. Je crois que là, c'était important pour lui, au niveau aussi du langage même. Parce qu'il y a comme un affinement de la relation avec les mots, dont il a un peu trouvé le secret chez les peintres. Marthe, d'ailleurs, étant elle-même très proche du monde de la peinture, étant peintre elle-même. Elle était peintre elle-même, et c'est dans son atelier d'ailleurs qu'ils se sont déclarés leur amour. Et c'est Marthe, effectivement, qui va créer le petit groupe, enfin, cristalliser autour d'elle le petit groupe de peintres. De mémoire, je crois qu'il y a de Royos, il y a Van Rysselbergh, enfin quelques amis, qui vont parcourir l'Europe, et ça va permettre à Verhaeren, par exemple, d'écrire un remarquable James Ensor. Mais ce qui est de plus remarquable encore, c'est qu'on s'aperçoit de la perte que nous avons, nous, vivant maintenant, par rapport à cette époque où les milieux d'artistes se parlaient, s'interpénétraient, se vivifiaient les uns les autres. Le jour où Stefan Zweig est venu le rejoindre, c'était dans un atelier d'artistes, j'ai oublié le nom du sculpteur, qui faisait le buste de Verhaeren, qui lui-même allait le présenter un peu plus loin à Van Rysselbergh, etc. Je veux dire, la cascade de noms d'artistes faisait que cette grande famille réfléchissait ensemble sur les grands problèmes. Alors, à cette époque-là, comme sans doute encore aujourd'hui, les écrivains belges ne peuvent pas s'empêcher de regarder du côté de Paris.
Et que, dans le domaine de la poétique, il y a bien entendu la présence presque obsédante de l'œuvre de Baudelaire, et puis il y a un plus vivante, plus présente, celle de Mallarmé. Et cette poétique française, surtout à travers Mallarmé d'abord, d'ailleurs, va apparaître à ces poètes de Bruxelles comme un message obscur. Et on peut dire qu'il y a une réaction de santé qui les amène précisément à restituer au langage, parce qu'ils sont plus près des hommes vivants, des hommes pris dans leur incarnation réelle, chercher un langage qui puisse être accessible à ceux qui ont véritablement besoin de poésie. Il y a surtout, mais dans le cadre de ce que vous dites, mais il y a surtout une réaction qui leur fait cultiver leurs différences. Et par-delà les frilosités langagières, faire à la langue française des bâtards superbes de vie et de vitalité. Et Rodenbach, autant que, enfin pas autant, Rodenbach, Maeterlinck et les autres, mais surtout Verhaeren, va avoir des audaces syntaxiques, des audaces de vocabulaire, des étrangetés, des monstruosités qui vont donner à sa langue et au pays qu'il représente sa véritable identité. Et il s'agit bien d'une identité, car à ce moment-là, il poursuit deux rêves en même temps, c'est-à-dire faire que le français, langue dans laquelle il travaille, se trouve chez lui en Europe, et on va le voir faire des cours, présenter des artistes belges et français à Vienne, à Prague, enfin dans tous les pays d'Europe, à Londres, etc. Mais donc que le français soit à sa place en Europe, mais aussi que notre littérature belge, et spécifiquement belge, soit présente à Paris. Et si vous dites que nous avons peut-être encore toujours maintenant de l'intérêt, ou une certaine fascination, ou peut-être même une obligation de passer par Paris, eh bien chez lui ça se passait dans un tout autre contexte. Je veux dire que il est parti du raisonnement fort simple que qualitativement, en art, il n'y avait que des gens qui n'avaient pas à se préoccuper des rapports de puissance. La France était énorme, la Belgique était tout petite, mais l'art ne se passait pas sur ce plan-là. Il ne vient pas à Paris pour se faire reconnaître par Paris, pour retourner ensuite en Belgique avec le label Made in France. Il vit pleinement, à un niveau d'égalité, le rapport qu'il a en tant que créateur avec tous les grands noms de cette littérature française, à ce moment-là, elle aussi prestigieuse. Les choses vont en aller très différemment plus tard. Vous allez voir la vague des Belges qui, après 18, et le rêve de l'Europe et le rêve de la Belgique s'étant effondré, devenu institutionnellement impensable et impossible, et nous en avons la preuve jusqu'à nos jours, vous allez voir déferler des vagues d'auteurs belges qui, vont essayer de se faufiler dans la littérature française, Ils vont cacher leurs origines, voilà, seront des crypto-belges, et ça a duré fort longtemps, et la liste de ces noms, et je ne veux pas être méchant, car ils sont plutôt victimes de leur époque, mais la liste en est fort longue. Donc ils seront crypto-belges par ici, ils prendront la nationalité française par là, ou ils retourneront, et c'est le drame, s'enterrer en Belgique, après une mini-reconnaissance française dont ils exploiteront jusqu'à la fin de leur jour, en disant « j'étais à Paris à ce moment-là, c'est leur label qualité », ou alors ruminer leur rancœur de n'avoir pas été reconnus par Paris dans une sorte de jus de cuisson amer qu'ils vont poursuivre jusqu'à la fin de leur vie. Et ça va être le drame de notre littérature, soit d'être, je dirais, en diaspora à l'intérieur, soit d'être réduite à sa portion la plus ruminante. Nous avons des années de plomb, par exemple, après-guerre. Et il a fallu notre génération, les gens qui maintenant auront 40 ans, ou un peu plus, pour rétablir ce genre de rapport clair qu'avait Verhaeren, c'est-à-dire en question d'art, à n'avoir pas de complexe par rapport à quelqu'un qui crée, lui aussi, mais à poser la question franchement, à en apprendre tout ce qu'on peut apprendre, en donner ce qu'on peut donner, mais aussi à n'avoir pas besoin du pays, je dirais comme terrain d'expansion. Oui. La Belgique vit très bien en diaspora. Verhaeren avait compris ceci, et nous l'avons peut-être compris à nouveau, ou deviné, chacun dans notre solitude,
qu'un petit pays qui veut une grande littérature se doit de vivre en diaspora. C'est-à-dire de voir les choses de l'extérieur. C'est vrai pour Israël, c'est vrai pour la Suède, c'est vrai pour le Danemark, c'est vrai pour l'Irlande, c'est vrai pour des tas de pays. On ne voit bien les choses que de l'extérieur et en rapport avec l'extérieur, c'est-à-dire sans le retrécissement du regard dans les miroirs de l'appartement. Je jure que je volais, mon cœur ouvrait les bras, je n'étais plus barbare. Dès le matin, par mes grandes routes coutumières qui traversent champs et vergers, je suis parti clair et léger, le corps enveloppé de vent et de lumière. Je vais, je ne sais où. Je vais. Je suis heureux. C'est fête et joie en ma poitrine. Que m'importent droits et doctrines. Le caillou sonne et luit sous mes talons poudreux. Je marche avec l'orgueil d'aimer l'air et la terre, d'être immense et d'être fou, et de mêler le monde et tout à cet enivrement de vie élémentaire. Dites, est-il vrai qu'hier il exista des choses et que les yeux quotidiens aient regardé, avant les miens, se pavoiser les fruits et s'exalter les roses? Pour la première fois, je vois les vents vermeils briller dans la mer de branchages. Mon âme humaine n'a point d'âge. Tout est jeune, tout est nouveau sous le soleil. J'aime mes yeux, mes bras, mes mains, ma chair, mon torse et mes cheveux amples et blonds. Et je voudrais, par mes poumons, boire l'espace entier pour en gonfler ma force. Oh, ces marches à travers bois, plaines, fossés, où l'être chante et pleure et crie, et se dépense avec furie, et s'enivre de soi, ainsi qu'un insensé. On a l'impression que l'œuvre de Verhaeren a été très bien accueillie et d'une certaine manière rappelée en France, enfin au début de ce siècle, tant qu'il était encore en vie, même au-delà de la France, comme en témoigne le livre de Stefan Zweig, qui est de 1910, 6 ans avant la mort du poète. Et puis je pense à un autre cas que j'ai un peu vécu, si vous voulez, dans ma jeunesse, enfin qui est celui de Gelderode, parce que Gelderode n'a jamais quitté la Belgique. Non. Bon, pratiquement, il a vécu dans son pays, n'est-ce pas, et il n'a jamais cherché, en tout cas, à acquérir quelques droits de noblesse sur les boulevards parisiens. Mais son cas est encore plus particulier. Et après la guerre, n'est-ce pas, un grand nombre de pièces ont été montées de Gelderode ici, souvent avec beaucoup de talent d'ailleurs. Enfin, il a joué un rôle important pour beaucoup de gens de ma génération. Il y avait là un arrière-plan passionnel qui était tout à fait fascinant. Et puis ça a duré une dizaine d'années. Et maintenant, quand on parle de Gelderode, c'est à peine si les gens savent de quoi il s'agit. Ce qui est une injustice incroyable. Vis-à-vis d'un dramaturge qui pour moi est un des plus grands. Que Pierre Debauche et Vitesse en France sont en train d'ailleurs de réparer. Ce mal est en voie de disparition, je l'espère. Debauche, il a une vieille liaison avec Gelderode aussi. Absolument. Mais l'exemple est bon. De Gelderode, par exemple, n'a au début de sa carrière jamais réussi à placer le moindre texte en français, puisqu'il écrivait en français. Et c'est en traduction et sous la demande d'une petite troupe néerlandophone, flamande, qu'il a accepté que ces textes soient joués en flamand d'abord, et ce n'est que par l'intérêt suscité par cette troupe qu'ensuite le relais a été pris par la France et enfin par la Belgique. Ce qui est un parcours assez incroyable. Je ne sais pas, moi, c'est comme si
C'est comme si Chateaubriand... a été traduit en américain. En américain, et voilà, c'est ça exactement. Donc voilà déjà un parcours tout à fait spécifiquement belge, entre guillemets. Et pour ce qui est des vagues d'intérêt auxquelles vous faisiez allusion, nous avons eu 3 vagues. Verhaeren, les symbolistes et tout ce mouvement qui a été jusqu'au prix Nobel, puisque Maeterlinck a eu le prix Nobel, et qu'en fait Verhaeren devait le partager avec lui, et que c'est Verhaeren qui y a renoncé, en disant il vaut mieux une seule personne, je n'ai pas besoin de cela. Donc c'est jusqu'à y compris ce prix Nobel, la première vague vient avec Verhaeren et couvre la France. Ils sont dans tous les journaux, les amis de Copé, qui à l'époque était tout puissant sur la presse, et il est l'ami de tout ce qui écrit dans Paris. Et il a la voix au chapitre partout. La deuxième vague vient avec Crommelin dans l'entre-deux-guerres. Crommelin qui est joué par les plus grands, des centaines de fois dans plusieurs terrains, et entraîne derrière lui, bien sûr, un intérêt, un renouveau d'intérêt pour qu'est-ce qui se passe là, au nord d'ailleurs, où nous sommes. Et enfin, Gelderode entraîne une mini-vaguelette, car elle a été plus courte que les autres, mais encore dans un domaine très particulier, qui est celui de cette Flandre mythique, toujours la même. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une Flandre telle qu'elle est, il s'agit d'une Flandre inventée par des francophones qui se veulent un terrain imaginaire qui, en pratique, se réduit à la Flandre des primitifs flamands. Ce qui est quand même un paradoxe. Nous avons refusé de nous voir. Nous sommes un pays qui n'a pas demandé l'indépendance et qui l'a eu, qui n'a pas demandé les colonies et qui les a eues, etc., etc. Nous n'avons jamais regardé l'histoire en face. C'est un de nos drames. Nous n'avons pas pu regarder les choses en face, sous peine de perdre le peu que nous avions. Et tout nous est arrivé, je dirais, comme ça, par accident et par défaut, par absence. D'où cette littérature qui, sans parler des choses qui se passent vraiment sur le terrain avec cruauté, va chercher ses raisons de s'exprimer et d'exprimer cette cruauté et la souffrance qu'elle a en face de ce spectacle dans des endroits soit très éloignés, je veux dire des romances passant ailleurs, et nous avons peu de romanciers, c'est ainsi, soit dans la poésie, c'est-à-dire déjà dans un genre très particulier, et souvent très proche de l'imaginaire, et dans une Flandre mythique. Verhaeren aussi, à cet égard, est un double exemple, je veux dire, sa vitalité a fait qu'il a quand même réussi à exprimer les révoltes de l'homme, l'obscénité de l'impérialisme des affaires en Belgique. Il l'a dit, il l'a écrit, il l'a vociféré, hurlé, mais en même temps, il s'est toujours réfugié dans ces sortes de paysages d'une Flandre qui en fait n'existait pas. Il y a quelque chose qui est quand même son domaine propre, me semble-t-il, au sein de la littérature belge de son temps. C'est le rôle c'est la figure extraordinaire qu'il va donner à la sensualité. Il y a une sorte de résurrection du dieu Pan qui est d'une grande singularité. Et en tout cas, il a réussi à le faire, c'est un fait. Est-il le seul? Je n'oserais pas le dire avec autant de certitude. Encore une fois, il y avait cette sensualité de l'aumônier. Encore une fois, il y avait une sensualité plus perverse, plus entachée de péché, plus ruminée de Rodenbach et de Maeterlinck. Celle qu'on retrouve chez Félicien Rops aussi. Absolument, absolument. Et chez beaucoup de mais peintres. Rops étant extrêmement lucide, extrêmement fin, plus latin, je dirais, dans son attaque, ayant un ciseau plus mordant pour attaquer. Mais pour remonter à ce problème de la sensualité, il me semble quand même tout droit issu de nos mystiques flamands, qui ne furent pas des moindres. Je veux dire, dans l'étape de la grande mystique occidentale, vous avez 4 noms majeurs, Hadewig, d'Anvers, Ruysbroek, de Bruxelles, si on veut, et puis vous avez Angelus Elesius et Maître Eckhart. Bien, les 4 étaient parfaitement connus de Verhaeren, et celle qui l'adorait, Hadewig d'Anvers, est une sorte de Troubarit, je crois, de trouvère au féminin, qui parle à Dieu dans le langage des amants, et qui a un langage, une sensualité absolument extraordinaire. Et il était au courant de ces textes, il les aimait. Oui, en même temps, il y a tout cet amour visionnaire chez Hadjevitch, qui au fond la possibilité que retrouve Verhaeren d'inventer
sa propre chair, pourrait-on dire. Mais il y a un mysticisme de la chair et qui est propre à nos Flamands. Aller chercher à l'heure actuelle Hugo Claus, qui est peut-être un des rares à avoir regardé l'histoire de son pays bien en face, mais il n'échappe pas à cette sensualité-là. Il n'y a pas raison d'y échapper. Je veux dire, il y réussit parfaitement bien. Elle est tellement vivante aussi dans la peinture. Voilà, tout à fait. Mais je vous posais cette question à propos de cette sensualité qui est tellement saine, si vous voulez, tellement chaleureuse. Enfin, je veux dire que là, on peut se plonger dans Verhaeren avec une espèce d'exaltation totale. On peut d'ailleurs faire le détour par nos baroques, oui, qui sont des baroques très particuliers. Si vous pensez à Rubens, mais si vous pensez à nos églises, notamment à Anvers, ce sont des églises absolument folles, mais d'un baroque excessivement charnel. Oui, les anges sont très désirables. Tout à fait. Là, ils sont un sexe, apparemment. Mais comment ça a été accueilli, ça, à l'époque de Verhaeren? Bien, c'était un pays qui se cherchait des racines. Nous avons un grand trou dans notre littérature, le XVIIIe siècle, n'étant représenté que par quelques noms, et d'ailleurs fort, je dirais, fort étrangers, sorte de voyageurs cosmopolites. Sortis de là, nous n'avions rien. Nous avons entrepris une anthologie de la poésie francophone de Belgique dès les premières années, c'est-à-dire vers 1820 déjà. Nous avons essayé, Madame Wauters, Alain Bosquet aussi, ont essayé de faire un travail exhaustif dans ce domaine. Il faut bien reconnaître que jusqu'à l'arrivée de Coster, de Verhaeren, il n'y a pratiquement rien. Il y a des épigones d'un romantisme plus ou moins, je dirais, névrotique. Il y a les excès de quelques patriotards agitant des drapeaux plus sanglants les uns que les autres, et sortis de là, vous n'avez aucune littérature sur laquelle on puisse sérieusement parler d'une réalité créatrice. Bien. Donc, il n'y a que Verhaeren. Dès que quelque chose commence à prendre corps, dès qu'on voit l'œuvre prendre corps, bien, déclenche l'enthousiasme dans le pays. Ce pays se cherche des racines. Le Québec a connu ça dans les années 60. Quelques rares exemples, Saint-Denis Garneau et quelques autres, au début du siècle, et puis rien. Et tout d'un coup, cette première révolution tranquille, Miron, Houët, Brault et les autres apparaissant, et le public se jetant sur ces auteurs, car ayant besoin de se nourrir, de trouver des racines, des raisons, de se voir, de se reconnaître une identité. C'est tout le miracle de Verhaeren et de toute cette école belge. Imaginez que j'ai habité un quartier à Schaerbeek, où toutes les rues étaient Verhaeren, Rodenbach, Eekhout, Giraud, Iwan Gilquin. Or, ces rues ont été tracées dans la campagne vers les années 1920. La plupart d'entre eux étaient donc encore vivants, à tel point que Georges Eekhout a écrit dans Curiosités esthétiques qu'il a probablement été un des seuls auteurs ayant pu se déculotter dans la rue qui allait porter son nom, car elle était encore en chantier, et il a fait là un gros caca, comme il dit. Bien, à la fois cette image bien de chez nous, grosse, grasse et bruegélienne, est aussi le symbole de cet enracinement immédiat dans le lectorat. Ces gens ont immédiatement trouvé normal qu'on donne un nom de rue à ces gens qui étaient encore vivants et en activité. C'est assez rare, il faut bien le reconnaître. Donc on sentait là le vrai besoin d'une littérature. Ève voulait aimer, Adam voulait connaître, et de la voir ainsi, vers l'ombre et la splendeur tendue, il devina soudain quel nouvel être Ève à son tour sentait naître et battre en son cœur. Il s'approcha, ardent et gauche, avec la crainte d'effaroucher ses yeux dans leurs songes perdus. Des grappes de parfum tombaient des térébinthes, et le sol était chaud de parfums répandus. Il hésitait et s'attardait quand la belle Ève, avec un geste fier, s'empara de ses mains, les baisa longuement, lentement, comme en rêve, et doucement glissa leur douceur sur ses seins. Jusqu'au fond de sa chair s'étendit leur brûlure,
Sa bouche avait trouvé la bouche où s'embraser, et ses doigts épondaient sa grande chevelure sur la nombreuse ardeur de leur premier baiser. Cette œuvre poétique est le temps, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, à exalter cette sorte de lyrisme qui est au cœur même des peuples, au cœur des hommes travaillants, des hommes qui sont affrontés quotidiennement à la dureté, à la matière du monde, à la matière véritablement vivante, de telle sorte que s'il y a un monde qui va se transformer dans la vague espérance d'une révolution française qui se prolongerait en révolution universelle, comme d'ailleurs c'est un thème privilégié à l'époque, cette poétique de la métamorphose humaine, elle va se trouver brutalement confrontée à la grande catastrophe que va être la guerre de 14-18. Et depuis, presque un siècle a passé. Et un siècle qui a été semé de toutes les distorsions, de tous les drames qui ont affecté ce continent, et bien au-delà de ce continent, la Terre tout entière. Et à travers ces drames, on a bien entendu le sentiment que la poésie a été complètement expulsée. Mais et la relecture de Verhaeren aujourd'hui est si frappante. On a le sentiment que précisément cette possibilité de métamorphose du monde, elle tient tout entière dans la poésie. Et que la poésie est finalement peut-être, comme l'indique Verhaeren, la seule chance réelle de renouvellement. C'est en tout cas un jugement que je partage totalement. Verhaeren, pour moi, vous l'avez dit au début de l'émission, a été un moteur, un déclencheur. Je me souviens de l'attitude d'abord des enseignants, qui le traitaient avec un certain mépris pour l'outrance de ces images, mais c'était l'époque aussi où on se moquait de Victor Hugo. J'ai eu des professeurs de français éminents et fort intelligents, au demeurant, mais qui n'entraient plus dans ce genre de sensibilité. On s'aperçoit que non seulement les choses reviennent, que non seulement on relit Hugo et Verhaeren avec la plus grande facilité, mais on s'aperçoit qu'ils ont été les grands courants qui nous ont portés sans que nous le sachions, sans que nous en soyons conscients. Ils avaient remué les uns et les autres des idées auxquelles nous revenons une par une maintenant, mais eux les avaient brassées, je dirais par gerbes entières. Et la deuxième chose, c'était un peu plus tard, des amis qui me disaient « Mais enfin, Verhaeren, c'est devenu illisible. Ça ne peut pas se lire. Ça n'est pas français. » C'était l'époque où la francophonie et ce concept bizarre, déjà perverti d'ailleurs, mais enfin ce concept n'avait pas encore émergé. Et effectivement, je dirais, pour les combats d'arrière-garde que menait le français universel et ce genre de débat d'idées de l'époque, Verhaeren était devenu cette espèce de pot pourri, bien ambigu, de langue mi-germanique, mi-française, enfin la bâtardisation la plus affreuse, le métissage le plus complet, et donc de se faire rejeter. Et on s'aperçoit ceci, c'est que maintenant que la francophonie fonctionne, qu'on donne des prix, j'ai participé à un de ces prix, enfin je l'ai donné à Chamoiseau par exemple, qu'on donne des prix à la francophonie des îles, qu'on va chercher le créole, qu'on va chercher le français des dom-toms, qu'on écoute les différences de vocabulaire, de syntaxe, de manipulation de la langue tout autour de nous, y compris de ceux venus de langues d'ailleurs, des dissidents tchèques, roumains, polonais qui se sont mis à écrire en français, des néerlandophones tels que moi, et nous sommes la dernière génération peut-être, à avoir de cette Flandre qu'on a abandonnée, de cette Flandre francophone, de tout de même plus de 150 000 habitants qu'on a abandonnée. Mais ces gens sont venus aux Français, ont apporté aux Français une chose qui sera peut-être sa dernière chance, je veux dire sa dernière seringue de revitalisant. Et Verhaeren a fait tout ça à une époque où cette problématique n'était pas soulevée. Il l'a fait de nature, il l'a fait d'instinct, comme quelqu'un qui sait qu'il faut donner du sang neuf, qu'il faut donner la vie en violant. Et c'est extraordinaire, je veux dire, il a apporté tout le domaine germanique dans la langue française, mais d'une manière absolument incroyable. La construction même des phrases, ce qui est peut-être le plus résistant dans la langue,
Il a réussi harmonieusement, avec des musiques étranges, mais révolutionnaires et infiniment fines. Il a réussi à les imposer. Le verbe à la fin de la phrase, les adjectifs insupportables. Et pas seulement parce que les symbolistes les employaient volontiers. Non, non, l'adjectif pris comme moteur alors que c'est normalement le verbe. Je veux dire, toute manie zétique des langues germaniques ou des langues anglo-saxonnes, et qu'il a admirablement fait passer en douane dans la langue française. Je crois qu'on lui devra la survie de la langue française au niveau d'une francophonie qui se situe de plus en plus, et certainement au niveau de la poésie, peut-être en dehors de l'Hexagone, en tout cas pour le temps immédiat. Alors, l'histoire de la littérature, elle enferme toujours les écrivains dans des formules, dans des vocables. Et dans ces histoires de la littérature, Verhaeren est considéré comme un des grands témoins de l'expérience symboliste. Alors Le pour père. vous, Werner Lambercy, qu'est-ce que c'est le symbole, qu'est-ce que c'est le symbolisme? Le symbolisme, je ne m'y attarderai pas, c'est une école littéraire, c'est une sensibilité, une réaction contre les écoles précédentes, comme beaucoup de ismes d'ailleurs. Et Verhaeren n'est pas sans être passé par là, je veux dire, il a suivi les autres ismes, ne s'y sentant pas à l'aise, il a finalement été plus loin dans le symbolisme dont il est un des pères avec Saint-Paul Roux, pour finalement le quitter en disant qu'il avait trouvé ses propres formules et il avait vraiment quitté le symbolisme. Le symbolisme est une école comme une autre, une sensibilité passagère, un moment du voyage de ce pendule qui va et qui revient. Le symbole, par contre, c'est tout autre chose. Et là, je crois que nous sommes tout aussi concernés qu'ils l'étaient, même si nous ne sommes pas symbolistes. Il s'agit de travailler avec le symbole. C'est la face cachée de la Lune, du temps où nous n'en avions pas fait le tour. C'est la partie du mystère qui, tant qu'elle reste mystérieuse, peut parler. C'est ce qui fait que la poésie est un ratage sublime. C'est là où ça rate que c'est intéressant. C'est là où le manque est apparent. C'est là où la face demeure invariablement cachée, quoi que nous avancions. C'est ce qui se dérobe. Le symbole, c'est ce qui permet de dire ce qui ne peut pas être dit, ce qu'on n'arrive pas à dire, ce qu'il est probablement impossible à dire. Le symbole sert à ça. C'est un mécanisme. C'est aussi un des ressorts d'une chose qui me tient fort à cœur. C'est un des ressorts du cliché. Le cliché est une des choses les plus intéressantes qui soit, dont je ne me priverai jamais. C'est quelque chose qui, à travers les siècles et à travers les hommes, a prouvé que ça marche. C'est pour ça que c'est devenu un cliché. Maintenant, reprendre la chose telle que est sans intérêt, mais en découvrir les arcanes et faire rejouer ce ressort en le retendant en fonction des forces qui sont propres à notre siècle, me paraît être un travail tout à fait passionnant. Et retrouver dans la langue l'endroit d'où elle pourrait enfin parler à nouveau. Car si la poésie est expulsée, évacuée plus ou moins systématiquement, en tout cas dans le domaine français pour l'instant, c'est peut-être tout simplement parce que nous avons perdu la place à partir d'où nous pourrions encore parler. Nous ne pouvons plus, nous ne pourrions plus faire un poème comme Homère. Il ne passerait pas. Je veux dire, la Franciade est un flop. Je dirais à la limite que tout essai actuel serait un flop, et c'est tellement bien deviné que malgré les choses énormes qui se sont passées dans ce siècle, elles n'ont pas encore trouvé leur chantre. Et j'en serais bien incapable moi aussi. Nous avons mis le pied sur la Lune et personne pour l'écrire. Nous avons allongé la vie de l'homme de 30 ans et personne pour l'écrire. Des choses fantastiques, misérablement fantastiques, comme le nazisme nous ont failli nous détruire. Et nous n'en avons pas vraiment parlé. Nous l'avons dénoncé, ce n'est pas la même chose. Nous avons été incapables d'écrire l'Iliade du nazisme. Donc je crois qu'il nous faut retrouver un endroit dans la langue d'où nous pourrions parler, et que des gens comme Verhaeren, qui se servaient et du symbole et du cliché, avaient trouvé l'endroit où ils pouvaient, eux, à leur époque, titiller le ressort, retendre les mécanismes. En ce sens, Verhaeren, pour moi, est un travail quotidien, une matière sur laquelle je travaille. Pour retrouver comme ça cette force de vivre que Mais oui, un homme comme Stefan Zweig évoque avec tant de véhémence. oui. Je crois que si la fin de Zweig a été aussi terrible, c'est parce que il n'a pas eu en lui ce que Verhaeren n'a cessé d'avoir. C'est-à-dire l'infaillible foi, non seulement dans la perfectibilité de l'homme, la perfectibilité infinie de l'homme, mais dans le
moyen de trouver les mécanismes allant dans le sens de cette perfectibilité. Et c'est très curieux quand on lit l'essai de Stefan Zweig, parce que il parle du lyrisme créateur et de la force, du dynamisme qu'il y a dans l'œuvre poétique de Verhaeren. Il parle aussi de la vision qu'il a de l'amour, mais il ne parle jamais de Marthe, qui occupe quand même une place centrale dans l'œuvre et dans la vie de Verhaeren. Et on a l'impression que, lorsqu'il écrit ce livre, Stefan Zweig est déjà comme un exilé dans sa terre autrichienne, exilé qui sera concrètement plus tard, hein, et qui va le mener jusqu'à cette Argentine lointaine, où il va aller au-devant de la mort, en y entraînant d'ailleurs la jeune femme qu'il avait choisie, ce qui est singulier. Je crois que le drame de Zweig a été de croire avec une foi profonde dans ce que Verhaeren lui avait appris. C'est-à-dire qu'en poussant sur tel bouton, on pouvait, selon les mécanismes de l'époque, provoquer ceci et ceci et ceci, qui allait changer ceci et ceci et ceci. Mais l'époque a changé. Et Zweig a continué à appuyer sur le même bouton, ce que Verhaeren n'aurait pas fait. Verhaeren a changé tout le temps. Il est passé, je vous l'ai dit, à travers les ismes. Il est passé à travers les différents cas de figure que l'époque proposait. Et il a toujours avancé en crabe, c'est-à-dire pour faire un pas en avant, il faisait d'abord un pas de côté. Parce que pour bien voir où on est, il faut aller ailleurs. Et Zweig, lui, tout au contraire, restait fidèle, immensément fidèle, toujours fidèle. Pas seulement à Verhaeren, mais à la vision qu'il avait, à l'espoir qu'il avait, à la foi qu'il habitait. Et peut-être s'il a entraîné la malheureuse qui l'a suivi, c'est qu'il était persuadé qu'il y avait quelque part un lieu auquel il appartenait, où ils allaient se retrouver. Je ne parle pas de foi, je ne parle pas de religion. Il est certain que pour lui, les choses ne finissaient pas. Elles ne finissaient pas non plus pour Verhaeren. Il est bon de souligner que malgré tout, il n'est pas mort dans la peau d'un bon catholique orthodoxe, loin s'en faut, et que donc il avait trouvé ses chasses éternelles, comme diraient les Indiens. L'évocation d'une sorte de mère première, enfin de grande divinité créatrice, dont le sang ne cessera pas d'irriguer toute l'humanité et toute l'histoire de l'humanité. C'est un vieux courant qui nous habite et qui fait que certains de nos mystiques n'ont d'ailleurs qu'à peine été tolérés par l'Église. Ils représentent ce courant qu'on retrouve à travers la religion des Indes, qu'on retrouve même jusqu'à ce qui n'est plus une religion, le zen par exemple. Vous avez des phrases totalement zen dans Ruysbroeck, dans Eckhart. Vous avez des phrases tout droit sorties des Ramayana, des Mahabharata, dans des vieux textes de chez nous. Enfin, je pense à Christine de Suède et d'autres. Il y a des courants souterrains, forts, violents, secrets, une sorte de franc-maçonnerie de la mystique, que Verhaeren a bien deviné. Alors au fond, l'Escaut, c'est le grand fleuve de la vie profonde. Ah, l'Escaut est à ce point un fleuve et profond et secret que vous ne pouvez pratiquement pas le naviguer sans habiter dessus. C'est-à-dire que les bancs qui embarrent l'accès changent à peu près tous les jours de place. Et ce n'est qu'à des signes absolument imperceptibles, sauf pour les initiés, que vous pouvez deviner la passe, de sorte que les pilotes qui nous mènent à ce port sont exclusivement des habitants du fleuve, qui ne sont pas ceux de la mer. C'est un peu des prophètes. Il y a en tout cas dans un fleuve un courant éternel qui va effectivement vers la mer. Émile Verhaeren, par Claude Métras, avec Werner Lambercy. Texte lu par Monique Bell, Antoine Mosin. Groupe de réalisation, Jacques Vincent, Isabelle Huel.
Habille-toi de lin, Vénus, voici le Christ. Deviens la Madeleine et laisse en toi descendre mélancoliquement sa grâce et son esprit. Humble, ternis tes pieds dans de la cendre, et que tes larges seins immortellement dorent, et que tes yeux, miroirs de soleil et de fête, tes yeux malgré 1000 ans d'amour ardents encore, meurent sous les cheveux qui pleurent de ta tête. La terre exténuée a bu le sang des soirs, et la détresse crie aux 4 coins du monde, vers le calvaire et vers sa croix de gestes noirs. Habille-toi de lin et de bonté profonde. Voici venir le Dieu de la douceur unique. Voici sa face et le voile que Véronique t'apporte avec les clous, le suaire et la lance. Voici l'heure nouvelle et douce du silence. Pour la première fois avec ferveur, l'homme s'en vient baiser les yeux de sa douleur. Vénus, voici le sang, voici la lie dans le calice ardent des chrétiennes folies. Voici le cœur torride et blanc du bien-aimé, buisson de feu, brasier d'extase, pâle ciboire d'or où se transvase à l'infini l'amour immense et affamé.